Chères spectatrices, chers spectateurs, chers internautes, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cette première série d'entretiens à l'occasion du trentenaire du département culture de l'Université Senghor. J'ai dit bien à 30 ans parce que ça fait exactement 3 décennies depuis que la première promotion composée de 7 étudiants a démarré les cours ici à Alexandrie et le département s'appelait à l'époque Gestion du patrimoine culturel. Pour la petite histoire, le département a été créé lors du sommet de Chaillot en France en 1991 et la décision a été prise par les chefs d'État de la francophonie sur base de la recommandation des ministres ayant en charge la culture des pays francophones du Sud qui avaient appelé un plan d'urgence en faveur de leur musée. Donc c'est en 1992 que le département a commencé. Et le département grandit et aujourd'hui il compte 3 spécialités de master, un master en gestion du patrimoine culturel, un second en management des entreprises culturelles et un troisième en ligne en tourisme et patrimoine culturel. En plus de ce diplôme de master, il y a des diplômes d'université, notamment un diplôme d'université en sciences de l'information des bibliothèques avec l'ENSIB de Lyon, un autre en sciences des archives avec l'EBAD de Dakar et l'École nationale des chartes à Paris, et un dernier qui ouvrira l'année prochaine en archéologie et patrimoine en collaboration avec l'IFAO, qui est l'Institut français d'archéologie orientale. Et dans le cadre de cette première série d'entretiens, j'ai le plaisir de recevoir M. Vincent Nécry, qui est un des premiers enseignants de ce département. Je vais essayer de vous présenter un peu. Vous êtes chercheur à l'Institut des sciences sociales du politique de l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous détenez une habilitation à diriger des recherches en droit public et en droit international, vous-même docteur en droit. Et vos domaines de recherche et d'expertise sont le droit et politique du patrimoine, droit international et comparé de la culture, droit du patrimoine et du musée. Et vous êtes expert, consultant pour plusieurs organisations. Je citerai l'UNESCO, l'UNIDROIT, l'ICROM, l'ICOM et la CEDEAO. Ai-je manqué un point important à votre présentation? Non, M. Rivio, je pense que vous avez dit effectivement l'essentiel de mes champs de recherche et puis d'expertise autour des questions de droit du patrimoine, mais aussi sur la manière dont finalement le droit se forme au contact des sociétés. Et notamment dans les enseignements que j'y pense ici, c'est une donnée qui me semble assez importante, c'est de penser le droit dans un contexte. Et donc, je ne cesse de rappeler aux étudiants que le droit varie en fonction des contextes économiques, sociaux et politiques, et donc également culturels, et qu'on ne peut pas penser le droit si on ne regarde pas aussi du côté de l'environnement dans lequel s'inscrit la règle juridique. On va y revenir, mais commençons d'abord par une perspective historique. À quand remonte votre toute première collaboration avec le département culture, à l'époque gestion du patrimoine culturel? C'était quelques années après que le département a été créé, c'était en 1995. La directrice de ce département, à l'époque, Madame Caroline Gauthier-Curane, décide de faire un séminaire sur la question des filières d'emploi, donc des filières culturelles dans les différents pays d'Afrique francophone. Et son idée, bien évidemment, c'était d'investir la question des débouchés, puisque encore fallait-il que la formation soit en adéquation avec les filières culturelles dans les différents pays qui envoyaient des étudiants ici. Et donc, on a fait un séminaire pendant 3 jours sur l'identification des filières culturelles, les cadres d'emploi qui étaient requis. Et comme vous l'avez rappelé, la démarche d'origine était quand même de fournir un appui très fort sur les musées, puisqu'il s'agissait de conforter un plan de développement des musées en Afrique, donc d'où la recommandation qui avait été formulée à l'origine de la création de ce département. Et donc, encore fallait-il que l'on identifiât les différents besoins et les différents métiers qui devaient être pourvus dans les institutions muséales et patrimoniales en Afrique. Et comment cela s'est-il traduit concrètement? Quels sont les enseignements qui vous ont été confiés? Est-ce que les cours sont restés les mêmes? Est-ce qu'il y a eu une certaine évolution dans le temps?
Oh, il y a eu une évolution qui est aussi le fruit, je dirais, de l'évolution des sociétés, à la fois d'un point de vue politique et culturel. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il s'est agi quand même de mettre en évidence que dans les pays africains, et notamment dans la zone francophone, mais au-delà, hein, puisque moi je faisais un cours sur le droit africain du patrimoine culturel et j'embrassais l'intégralité du continent africain pour montrer justement, je dirais, que les différentes voies selon lesquelles le patrimoine culturel peut être pris en compte en fonction des contextes aussi linguistiques. À la mesure où en Afrique anglophone, on va avoir une autre approche qu'en Afrique francophone, et donc aussi d'ouvrir les étudiants sur d'autres modes de penser le droit, et qui sont aussi liés à la langue dans laquelle le droit est énoncé. Et donc, une partie aussi de droit international à travers les normes de l'Union africaine, à travers, donc, qui à l'époque était en train aussi de réfléchir à des textes. Donc voilà, il y avait effectivement donc de poser un socle sur quel est l'état du droit du patrimoine en Afrique et à partir de là, comment les professionnels peuvent s'en saisir pour développer des politiques culturelles et les mettre en œuvre. Actuellement, vous enseignez le cours sur les statuts juridiques des expressions culturelles. Est-ce que vous pouvez établir un lien entre vos premiers enseignements et le cours que vous avez actuellement sur le programme? En fait, le lien, il provient, à mon sens, de l'évolution aussi des concepts dans la sphère internationale. Puisque on voit bien que dans les années 80-90, ce qui prédominait, c'était la lutte contre le trafic illicite, la question du patrimoine mondial. À partir des années 2000, on a investi la question du patrimoine culturel subaquatique, la question du patrimoine culturel et matériel. Ces questions-là n'étaient pas présentes à la fin des années 90. Et donc, forcément, le cours évolue en fonction de ces données-là. Et puis, aujourd'hui, c'est la question, à mon sens, de la diversité culturelle qui est en quelque sorte une espèce de matrice de l'ensemble des politiques, qu'elle concerne à la fois le patrimoine culturel ou les industries créatives. Et la question des expressions culturelles émarge aux deux champs, à la fois ce que l'on a hérité et également ce que l'on est en train de créer pour le futur. Et donc, moi, je pense que la passerelle, effectivement, qui constitue les expressions culturelles est peut-être une solution à investir. Oui, évidemment, c'est intéressant de voir que ce cours puisse intéresser à la fois les deux orientations de la culture et aussi que l'enseignement du droit du patrimoine va en suivant l'évolution de la constitution, de l'arsenal juridique en la matière, notamment les conventions de 2003 et de 2005. Mais venons quand même aux étudiants. Il y a ceux qui vont vous reconnaître à l'écran et peut-être que voilà, ils seront heureux de vous revoir, heureuses de vous revoir. Avez-vous gardé des liens avec les anciens étudiants? Arrive-t-il que vous les rencontriez lors des colloques ou je ne sais pas dans quel contexte vous arrive-t-il de le revoir et de collaborer avec eux? Moi, je dirais que c'est une fois qu'on a enseigné ici, je dirais qu'on se crée aussi un lien avec les étudiants. Alors, effectivement, il m'arrive de les croiser dans des conférences internationales ou dans des colloques, et c'est toujours une surprise, voilà, parce que eux m'ont éventuellement repéré, mais vous voyez bien, c'est toujours une relation qui est un petit peu asymétrique, parce que depuis ces années, donc j'ai vu passer des générations d'étudiants, et je n'ai pas forcément gardé le souvenir de tous les visages. Donc, eux me reconnaissent, et donc forcément, ça crée voilà, on se retrouve, il y a toujours un plaisir à se retrouver, mais au-delà de ça, il m'arrive encore d'avoir des contacts avec des étudiants que j'ai eus il y a peut-être une quinzaine d'années qui, à un moment donné, me contactent en me disant, en me rappelant, voilà, qui m'ont eu comme professeur, me rappelant le contexte et me disant, voilà, qu'est-ce que vous me conseilleriez, voilà. Je suis confronté à telle situation, telle proposition, je veux investir tel champ, voilà. Et donc, il y a toujours ce rôle, effectivement, d'une espèce de mentorat, des tutorats. De mentorat, voilà. Post-formation. Post-formation qui se met en place. Et puis, moi, je pense que, au-delà de ça, je dirais que ce qui, moi, m'a particulièrement ravi, c'est de pouvoir passer la main. Et quand je dis passer la main, c'est de permettre à des étudiants qui ont été ici, finalement, bien de s'investir également dans la matière que j'enseigne. Concrètement. Concrètement, Pierre Runiga, par exemple, qui a fait sa formation ici
dans le département, à l'époque c'était le département, je pense, gestion du patrimoine culturel, est devenu le directeur juridique de l'organisation de la propriété intellectuelle pour l'Afrique, l'ARIPO, qui est basée à Harare au Zimbabwe. Il faut le rappeler, de la partie anglophone. Donc, s'il n'avait pas été sensibilisé à cette ouverture, ça aurait peut-être été un peu plus ardu de pouvoir s'en sortir, de pouvoir assumer aujourd'hui ses hautes responsabilités. Et Pierre, que j'ai accompagné dans une partie de son parcours, enseigne également ici à l'université. Donc il y a une espèce de relais aussi générationnel qui s'opère, et je pense que c'est ce vers quoi on doit tendre. Bon, revenons un peu sur un angle un peu plus intimiste. Est-ce que vous avez des anecdotes, des histoires personnelles avec les étudiants? Parce que ce n'est pas toujours une relation académique, mais il y a quand même une relation humaine qui se tisse. Et puis, Alexandrie, c'est toujours ces lieux de brassage culturel entre les différents étudiants, entre les différentes nationalités que nous avons ici. Alors, des anecdotes, il y en aurait à foison, parce qu'il y a toujours effectivement des moments d'une forme, j'allais dire peut-être un petit peu d'intimité entre l'enseignant et les étudiants qui se créent, alors pas d'emblée, mais au fil des jours. Voilà, je dirais que on sait comment elle va réagir. Donc voilà, à un moment donné, effectivement, il y a toujours effectivement cette espèce d'alchimie qui se met en place. Mais moi, ce que je retiendrai surtout, en fait, si je regarde au long de ces années comment la matière a évolué et comment l'enseignement ici a évolué, c'est la parité qui a fini par s'installer. Voilà. Et je trouve que c'est tout à fait remarquable. C'est-à-dire que dans les premières années, on avait un public d'étudiants qui était très masculin, c'est-à-dire qu'on avait éventuellement 2, 3, 4 étudiantes qui étaient perdues dans une marée d'hommes qui, effectivement, vous voyez, donc le rapport était forcément asymétrique. Et on a vu, enfin moi j'ai observé au cours des années que ce rapport, alors il ne s'est pas inversé, loin s'en faut, mais voilà, c'est-à-dire que de plus en plus de femmes étaient présentes. De plus en plus d'étudiantes étaient là, et aujourd'hui, on voit bien que, moi je le vois dans le cours que je dispense cette semaine, j'aurais tendance à dire de manière un petit peu directe, elles ont pris le pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que c'est elles qui impriment le rythme en quelque sorte. Et ça suscite parfois des réactions justement, et c'est très intéressant à observer. Et je trouve que c'est à la fois cette question de la parité qui s'est installée et qui est, je pense, à mettre au crédit de l'université. Je crois qu'il ne faut pas le répéter à l'envi, cette question-là. Et puis des parcours. Hein. Donc, je citais Pierre, mais on pourrait citer, on en parlait de Ulrich Kamkebieni, voilà, qui finalement ont fini par faire une thèse, sont devenus professeurs à leur tour dans des universités africaines. Et donc, ces parcours singuliers, moi, m'intéresse particulièrement parce qu'il montre qu'il y a un succès derrière. On peut citer aussi Émile Zida, qui a travaillé avec vous lors de la formation sur la restitution des œuvres d'art africains dans le cadre de la CEDEAO. Tout à fait. Oui. Et nous allons nous mettre dans une perspective prospective, parce que c'est 30 ans, mais le département va continuer à vivre. Selon vous, quels sont les thèmes, peut-être qui sont cachés pour le moment ou qui ne bénéficient pas de l'attention nécessaire sur le plan politique et académique, mais qui devraient l'être? Puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup des questions de restitution sur le plan académique, sur le plan politique. C'est une problématique qui, quand même, entre dans les relations euro-africaines, mais en dehors de cette problématique, y a-t-il d'autres questions qui, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, pourront monter à la surface et qui seraient nécessaires de pouvoir déjà regarder avec attention? Il y a sans doute 2 aspects dans votre question, c'est-à-dire quels sont les thèmes émergents qui sont aujourd'hui absents, éventuellement. Moi, il me semble qu'il y en a un qui est présent, et c'est la question du changement climatique. C'est le droit du climat, et le droit du climat doit aussi se penser à travers la question culturelle. On sait que dans le droit qui dérive de l'accord de Paris, la question des connaissances traditionnelles, des savoirs locaux est présente. C'est-à-dire qu'il y
que les sociétés, à travers la culture, sont aussi une source de résilience face aux défis qu'impose le changement climatique. Et que de ce point de vue-là, il y a effectivement un droit qui doit être mis en évidence sur comment le patrimoine à la fois va être victime du changement climatique et comment les connaissances traditionnelles, plutôt un patrimoine culturel et matériel, permet de comprendre comment des sociétés ont déjà résisté à des crises et comment nous pouvons nous préparer à affronter ces crises. Et cette question-là, elle relève également d'une pensée juridique. Elle n'est pas circonscrite à des questions purement politiques. Donc moi, il me semble que ça, c'est un point qui mériterait d'être développé. Et puis, il y a des thématiques, moi, qui sont parfois un peu absentes, par exemple, et qui, pour autant, il y a des enjeux économiques très forts sur le patrimoine culturel subaquatique, avec des pillages, au large des côtes africaines notamment, donc par des entreprises commerciales. Et cette question-là, peut-être, dans les États, est-elle insuffisamment prise en compte? Et peut-être qu'une formation, ou alors après... Voilà, en rapport avec l'économie bleue, par exemple. Voilà, pourrait rehausser l'intérêt de cette question-là. Et puis, moi, il me semble, et c'est peut-être ce que j'ai commencé à faire à travers ce cours sur le statut juridique des expressions culturelles, c'est investir la question de la diversité culturelle, dont on voit qu'elle est un petit peu une matrice qui vient couronner l'édifice normatif, à la fois industrie créative, action culturelle, et puis patrimoine culturel. C'est une espèce de matrice. De fil rouge. De fil rouge. Traverse toutes ces questions. Exactement. Et à partir de là, il y a peut-être effectivement la manière, des actions à mener ou penser en termes de pédagogie, en termes de contenu, ce que l'on peut en faire sur ces nouveaux enjeux. Et puis, moi, le second volet, peut-être, c'est parmi les étudiants, on voit qu'il y a des profils très variés, que certains ont une appétence pour la recherche, et on le voit à travers certains exemples qu'on a cités, c'est-à-dire que certains ont fait des thèses, vous en êtes aussi un des représentants, et peut-être effectivement des ateliers doctoraux, c'est-à-dire effectivement avec des thématiques, peut-être en invitant 2, 3 ou 4 personnalités qui animeraient une journée complète sur un thème, et voilà, avec des sessions à la recherche sur des thématiques émergentes éventuellement, ce qui permettrait après de voir si ces thématiques-là mériteraient d'être investies dans des formations ou pas. Donc voilà, donc il y a effectivement peut-être des articulations à faire entre recherche et formation. D'accord, donc on note la question climatique, et ça tombe bien, nous sommes en pleine COP27 à Sharm el-Sheikh, ici, dans la question climatique, le patrimoine et les climats. Nous avons la question de la diversité culturelle qui est un peu transversale, sans oublier la protection du patrimoine subaquatique. Je crois que c'est la Convention de 2001, c'est ça? Exactement. Et enfin, la recherche. Oui. C'est important pour approfondir certaines questions et préparer la relève. Nous sommes arrivés à la fin de cette première série d'entretiens, de ce premier numéro de la série d'entretiens avec ceux qui connaissent le département, ceux qui ont été au début, les enseignants. On aura aussi des alumni et d'autres partenaires. Je remercie M. Vincent Négrier d'avoir accepté notre invitation. Nous l'avons arraché après sa dernière séance de la journée. Je remercie aussi l'équipe de production audiovisuelle de l'Université Senghor. Chers internautes, à nous revoir au prochain numéro.